Il y a 70 ans, c'était le futur de l'horlogerie. Une époque où certaines montres n'avaient pas de couronne. Cette même époque, certaines DeLorean avaient un convecteur spatio-temporel. Mais aujourd'hui, c'est pas Marty McFly, c'est Paul Louis qui nous fait retourner vers le futur avec sa Gégère Lecoutre, futurmatique sans couronne. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Paul-Louis, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Alors tu nous la montres cette futurmatique? Avec grand plaisir. Vas-y. Waouh, une boucle déployante, un magnifique bracelet en lézard et effectivement, elle n'a pas de couronne. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cette montre en commençant par ton plus bel adjectif pour la qualifier. Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas fan des anglicismes, mais il me semble qu'un mot anglais est parfait pour la définir et ce serait understatement, c'est-à-dire elle semble être moins que ce qu'elle est en réalité. Donc sous-évaluée. Elle est sous-évaluée, à mon avis, dans le cœur des passionnés, voire méconnue, et elle est au niveau du design, lorsqu'on la voit au poignet, elle est plus discrète que ce qu'elle est en réalité. Eh ben, en tout cas, elle est très très belle et de premier abord, on ne se rend pas compte en fait qu'il n'y a pas de couronne. Exactement. Alors elle est de quelle année? Elle est de 1953. Je peux l'essayer pendant que j'en parle? Avec grand plaisir. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Ouais. Et mais c'est une montre, enfin j'y pensais depuis vraiment très longtemps. Et donc quand je l'ai enfin trouvée dans le bon budget, le bon état, la bonne configuration, tu peux... Ouais. Non, mais je vais pas le... La bonne configuration, etc. C'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion. Alors, il y a un truc qui est très marrant. Effectivement, tu as un plus petit poignet que moi. Ouais. Il y a un truc qui est très marrant, c'est que quand on la met, comme il n'y a pas de couronne, on n'est pas sûr de la mettre dans le bon sens. Exactement. Ça, c'est assez sympa. Le bracelet est vraiment très 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 sympa. Vous savez les amis que je suis un grand fan de maroquinerie faisant moi-même mes propres bracelets. Donc je vois tout de suite que c'est un bracelet, je vais dire, fait main, très clairement. Exactement. Pas cousu sur les côtés, Non. fait par quelqu'un qui bosse bien, avec des tranches qui sont peintes. À mon avis, elles sont pas avec du teint-tranche chauffé. Où est-ce que tu l'as eu, le bracelet? Alors, je l'ai fait... Toi qui l'as fait? Ah non, pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas ce savoir-faire. Je l'ai fait chez un Thaïlandais qui travaille très bien, qui s'appelle Oangdat, que vous pouvez retrouver sur Facebook et HDZ Strap sur Instagram. Et pour moi, c'est actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix en matière de bracelet de montre sur la planète, parce qu'on est quand même loin de chez nous. Là-bas. Dis donc, tu as conscience que le bilan carbone de ton bracelet, tu as conscience que le bilan carbone de ton bracelet est quand même catastrophique? Il a déjà fallu tuer un petit lézard et la boucle déployante là, elle n'est pas d'origine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais elle va quand même très très bien avec le modèle. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Oui. J'aimerais trouver une boucle d'origine qui serait un hardillon. Oui. Mais bon. En attendant... Tu l'as cherché cette boucle ou pas? Non, on me l'a gentiment donnée. Donc la jeunesse, ok. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette montre, si tu la connais, justement, et le fait qu'il n'y ait pas de couronne. Ouais. Donc on a vraiment l'impression qu'elle marche toute seule. Et oui, tu as une petite trotteuse à 3 heures, ce qui est assez rare également, et la réserve de marche avec de la couleur rouge. Magnifique. On pourrait se dire quand même qu'à l'époque, c'était pas super fréquent. C'est ce que tu cherchais comme modèle? En fait, c'est une montre que j'ai cherchée pendant plus d'un an, que j'ai découvert totalement par hasard. Tu cherchais une futurmatique? Je cherchais une futurmatique après avoir découvert ce modèle totalement par hasard dans un article de Parisian Gentleman de Hugo Jacomet qui présentait un site de revente de montres de collection et en tombant sur ce site, j'ai découvert cette montre qui m'a totalement passionné. Subjugué. Ah non, je suis tombé mais totalement amoureux et au moment où je l'ai découvert et entre le moment où je l'ai acheté,
j'ai sûrement cherché tous les jours sur tous les sites possibles et imaginables s'il n'y avait pas la perle rare, une Jaeger-LeCoultre Futurmatic spec européenne, donc avec le Jaeger-LeCoultre sur le cadran, et non pas une spec américaine avec juste écrit LeCoultre, donc qui avait des mouvements Jaeger-LeCoultre suisse, mais qui était emboîté aux États-Unis. Ouais. Et pour avoir eu une LeCoultre en main, c'est différent. Ça veut dire que la boîte était d'une autre manufacture. Exactement, elle était manufacturée par LeCoultre aux États-Unis. D'accord. Et c'est pas suisse, notamment. C'est pas un fond de boîte vissé, mais clipsé avec une petite tirette bizarrement réalisée. Ça sonnait déjà le début de la fin pour l'horlogerie américaine qui cherchait à se protéger, pas que l'horlogerie, mais toute l'industrie contre les importations, avec un acte, en tout cas une loi justement limitant les importations, ce qui fait qu'effectivement un certain nombre de Jaeger-LeCoultre sont uniquement labellisés LeCoultre. Donc tu l'as acheté il y a 6 mois. Tu l'as acheté, tu l'as trouvé où? Tu l'as essayé avant? Alors, je ne l'ai pas essayé. Wow, J'ai fait un coup de poker. Ouais. Je l'ai trouvé en enchère sur Internet. Je crois que c'était eBay. Ouais. Et en fait, c'était un magasin parisien qui la vendait sur eBay. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller la chercher à Paris. Donc, ok, mais bien que ce soit un magasin à Paris qui vendait sur eBay, t'es pas allé la voir avant d'enchérir. Je savais pas que c'était un magasin à Paris. Ah d'accord. Et tu avais déjà essayé Futurmatic? J'en avais déjà vu. Ok. Chez Antoine de Macedo, qui est un magasin absolument magnifique d'ailleurs. Et il en a pas mal. Et quand je l'ai vu en plus, le coup de cœur était totalement confirmé et je n'avais plus aucun doute. Quand la réserve de marche avec cette couleur rouge, alors qu'elle est bien loin de l'univers automobile, mais pour moi, c'est vraiment un compteur de tours. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est de quelle année? 53. 53, donc tu cherchais une montre de cette époque. Tu cherchais une ancienne montre, c'était une affaire de budget. Tu vois, qu'est-ce qui fait que moi je suis convaincu que le premier critère d'achat d'une montre, dites-nous, je le mettrai d'ailleurs à un petit questionnaire. Le premier critère, je pense, pour acheter une montre, c'est son design. La mécanique, le truc, le machin, l'histoire, ce que vous voulez, ce dont on parle ici, je pense que ça vient après. Dans ton cas, c'était le design ou c'était… C'était totalement le design parce qu'en matière de design, certes, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais là, c'est indéniable. Elle est absolument magnifique. Oh là là, c'est indéniable, c'est indéniable. Oui, comme quoi ça se discute. Non, je suis assez d'accord qu'elle est vraiment très très belle. C'est très typé, on le voit avec les aiguilles, notamment années 50. Donc tu cherchais une année 50 ? Je cherchais pas une année 50. Je n'aime pas les montres neuves qui sortent de boutique. Pour moi, ça manque vraiment de charme. Et la chaleur de l'ancienne, du plexi, il y a une vraie âme qui s'en dégage. Et c'est sûr que je cherchais une montre avec un verre plexi. Ok. Quand on regarde le cadran, là, entre 2h et 3h, et puis entre 6h et 7h, le cadran a bien vécu. Pour toi, ça, c'est un truc qui lui rajoute du charme ou ça t'a fait un petit peu hésiter? C'est un truc qui lui rajoute totalement du charme, tellement que j'ai demandé au monsieur qui m'a fait le bracelet de ne pas hésiter à mettre des points noirs pour rappeler le cadran. Ouais, non, mais ça fait partie d'elle. Non, mais bien sûr. Ça porte les stigmates de ses 70 ans passés au poignet de je ne sais qui et elle doit avoir des histoires folles à raconter. Ah, bah c'est son âme qui est là-dedans et maintenant elle est à ton poignet. Exactement. Et justement, là-dessus, donc c'est une montre qui est très ancienne. Mais ça reste une montre bracelet, on n'est pas dans les montres de poche. Quand tu l'as acheté derrière, tu l'as fait réviser tout de suite ou quand tu as appris que c'était un point de vente qui avait pignon sur rue à Paris, tu t'es dit non, il n'y a pas besoin de la faire réviser. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait avec depuis? Elle était vendue révisée. Elle était vendue révisée. Donc tu n'as pas eu besoin de la faire réviser. Donc j'ai pas eu besoin de la faire réviser. Ce qui m'arrange. Ouais. Est-ce qu'elle tourne comme une horloge, Paul? Lorsqu'elle était vendue aux États-Unis, c'était The World Most Accurate Automatic Watch. Wow. Ils ont dû l'oublier sur la mienne. Un anglais magnifique. Ah, oui. À mon avis, ils l'ont oublié sur la mienne. Ouais, ils l'ont oublié. Qu'est-ce qu'elle Non, mais justement, elle tient. Comment elle tient le temps? Mal. Mal? Non, mais mal, ça veut dire quoi?
Mal, ça veut dire 15 minutes par jour, facile. Ah, quand même, ok. Ouais. Ok, mais peut-être que ça mériterait de l'amener chez Antoine Lemacédo ou chez d'autres, puisque tu en parlais tout à l'heure. Je pourrais, oui. Tu pourrais. Bon, après, il faut voir le budget. Exactement. Sans indiscrétion, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 2200 €. Ah, superbe, superbe. Elle est très très belle. Très très belle. Elle a peu de rayures. Je pense Sans qu'elle a un polissage horrible. Ouais, Elle a été polie, ça c'est sûr, mais c'est pas. Mais c'est pas. Il y a encore des formes. Oui, et puis comme c'est un modèle, je trouve, avec cette glace en plexiglas qui la rend ronde et elle n'a pas de couronne, donc le plus important, me semble-t-il, c'est pas d'avoir des arêtes franches, les rondeurs. C'est d'avoir de la rondeur sur cette montre. Et en même temps, je trouve que ce petit épaulement, juste ici, là, Bien sûr. et, rajoute quelque chose. Ça donne encore plus de cette dimension de dôme qui Alors, est-ce me plaît que particulièrement. tu peux nous montrer doucement comment on remonte une montre sans couronne et comment on change l'heure? Tu peux nous montrer ça? Eh bien, face à la comment caméra? on remonte une montre sans couronne? En tout cas, celle-ci, c'est très simple. On la remonte pas. C'est magique. Bravo, ça va pour Louis. Mais quand elle s'arrête? Quand elle s'arrête, cette montre a été créée pour que lorsqu'elle s'arrête, il lui reste en réalité de la réserve de marche. Lorsqu'on a une montre automatique, bien qu'elle soit automatique, il est toujours bon de lui mettre des coups de couronne pour lui donner un minimum de réserve de marche. Lui donner une petite impulsion. C'est nécessaire. Celle-ci, lorsqu'elle s'arrête, il lui reste en fait 5-6 heures de réserve de marche, ce qui permet d'éviter le coup de couronne étant donné qu'elle est déjà remontée. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est pas magique ça? Elle s'arrête avant d'être épuisée et quand vous la remettez au poignet, Exactement. un petit coup de rotor, elle repart directement. Quand on la Donc, prend le on la matin, remonte pas. tac tac, et c'est parti pour la journée. C'est parti pour la journée. Maintenant, comment tu règles l'heure? Comment on règle l'heure? Parce que quand même, il faut régler l'heure. Parce que sinon, à ce c'est moment-là, une important, montre des sinon- années 50 qu'on ne remonte pas et on ne règle pas l'heure, c'est une horloge atomique portable que tu as là. Marty McFly. Bien sûr, le dog, là, il n'en peut plus, là, il va revenir. Donc il y a quand même une couronne à l'arrière qui est cachée, qu'on peut utiliser même sur le poignet, même si, à mon avis, il ne faut pas le faire. Oui. Jaeger LeCoultre a écrit en gros Slide Do Not Lift. Okay. Donc à mon avis, c'est une vraie indication, ne le faites surtout pas. Ouais. Et il suffit donc de pousser slide sur le côté. Exactement, vers l'intérieur. Oui. Et ensuite, pour pouvoir magique. changer l'heure. Magique. Hop. C'est absolument merveilleux. Il y a 70 ans, vous le verrez, les publicités, comme tu le disais, en fait présentaient cette montre comme la montre du futur, justement parce qu'elle ne se remonte pas. On se demande bien pourquoi ce type de montre et de façon de remonter ou de ne pas remonter a disparu et c'est bien dommage. Donc justement, quand on parle d'histoire, c'est parti pour la séquence souvenir. Donc tu es tout jeune, hein, je crois, tu as 20 ans. Tout jeune, j'ai 21 ans. Ah, 21 ans, c'est magique. Est-ce que tu te souviens de ta première montre ou de ce qui t'a amené un petit peu à l'horlogerie? Je me souviens de ma première montre, mais je me souviens surtout de ma première montre importante pour moi. Oui. Ma première montre, à mon avis, comme toute personne à peu près de mon âge, c'était une Casio F91 ou quelque chose comme ça. Oui. Donc est-ce qu'elle avait la calculatrice comme Elle n'avait pas Marty la calculatrice, McFly? donc c'était peut-être pas la F91, je sais plus exactement. Bon, Casio en plastique noir, mais c'est parfait quoi. Oui. Et donne l'heure. Ça donne l'heure. Et ça perd pas 10 minutes par jour. Hein. Ça perd pas 10 minutes par jour. Et ma première montre importante, c'est pour moi la Festina, toute petite Festina que m'avait offert mon grand-père pour ma première communion. Et c'est vraiment la montre pour moi qui me fait commencer l'horlogerie, quoi. Est-ce que tu l'as encore cette montre? Je l'ai encore, je ne la porte pas. Oui. Elle est vraiment petite, mais bien sûr je l'ai encore. Mais elle est à aiguille. Elle est à aiguille, à quartz. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes ne savent même plus lire l'heure. Ah ben ça, je te confirme. Hein. C'est fou quand même. J'ai des enfants plus jeunes que toi. Petit à petit, j'essaye de leur apprendre, mais c'est tellement simple d'appuyer sur un téléphone ou de regarder l'horloge sur le four, le micro-ondes, etc. pour avoir l'heure. Ouais, mais donc qu'est-ce que tu en as retenu maintenant de cette Festina par rapport à ce que tu penses être ton ADN en termes de sensibilité sur l'horlogerie? Donc tu es passé il y a
6-7 ans d'une Festina. Bien plus que ça. Voilà. Bien plus que ça. Attends, ta première communion, tu avais 14 ans. Ah oui, ouais. Oui, 6-7 ans d'une Festina à une montre des années 50. Exactement. Avec un design très daté, mais extrêmement simple, extrêmement épuré. Est-ce que tu vois une filiation entre cette Festina, ou ta Casio d'ailleurs, et cette Futurmatic? Est-ce que j'y vois une filiation? Je ne pense pas. Au niveau du design, de l'ingénierie, etc. Mais au niveau de l'émotion, c'est clair qu'il y a une filiation. Quand on met une montre le matin, à mon avis, la seule chose qu'on voit, pour moi, c'est un sourire énorme. Et c'est sûrement le même sourire que quand j'ai reçu ma petite Festina offerte par mon grand-père. Et l'émotion, c'est quelque chose d'énorme. On peut se dire que c'est quelque chose de matériel, etc. Mais c'est tellement plus que ça, une montre, à mon avis. Donc tu vois bien plus que simplement, elle te donne l'heure. J'y vois bien plus que simplement elle me donne l'heure, j'y vois bien plus qu'un mécanisme décoré avec des côtes de Genève. J'y vois vraiment une vraie émotion. C'est quelque chose qui me procure un sourire, qui m'accompagne tout au long de la journée, qui m'accompagnera sûrement tout au long de ma vie. Et donc, pour moi, une montre, c'est bien plus que... Mais ça veut dire quand même qu'avec celle-là, tu n'as pas le plaisir que beaucoup de gens et de possesseurs de montres à remontage mécanique ont, c'est de remonter et de sentir l'impact sur le rouage et le ressort qui se tend, etc. Et le petit bruit qui va avec. Certaines montres font beaucoup de bruit, d'autres non. Chaque remontage, en fait, est différent. Toi, tu peux pas vivre ça parce que tu la remontes jamais. Je dirais que j'ai la chance de pouvoir le faire sur d'autres montres. et en réalité, il y a quand même un sacré bruit, parce que c'est un remontage bumper. Oui. Donc, il y a un moment où ça tape. Oui. Et ça fait quand même un sacré bazar. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Eh bien, écoute, on va voir si tu es aussi prolixe avec la séquence, le quiz. C'est parti. Alors, tu connais la mécanique, tu m'as expliqué. Il a même insisté, Paul-Louis, fortement. Non, trêve de plaisanterie, il n'a pas insisté du tout. Une Futurmatic, ça ne se laisse pas passer, justement, avec ce concept de on la remonte jamais. Alors, j'ai 2 questions simples pour toi et j'ai essayé de creuser la question et j'ai peur que tu ne le saches. Question 1. Quelle marque a commercialisé la première montre bracelet automatique? Réponse A, Breguet. Réponse B, Harwood. Réponse C, Perley. Bien, je dois avouer que comme ça, je ne le sais pas, étant donné que j'aurais plutôt répondu Rolex en fait. C'est vrai? Ouais. Mais du coup, ça ne devait pas être des montres automatiques. Rolex, ils ont inventé un certain nombre de choses, ils ont déposé beaucoup de brevets, mais alors là, pas du tout. Il me semblait que la montre bracelet, ça leur Première montre bracelet automatique. Plus automatique, ouais. Eh bien... Breguet, réponse A. Harwood, réponse B. Perley, réponse C. Ben, je vais dire Perley. C'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. La bonne réponse, c'est Harwood. D'accord. Harwood est du nom de John Harwood, qui est un Anglais et qui a déposé le brevet en 1923, justement, de la montre bracelet automatique avec une masse oscillante qui permet de remonter cette montre et qui, en 1926, l'a commercialisée de façon industrielle. Okay. Perley, quant à lui, est ou serait l'inventeur de la montre à gousset à remontage automatique. Okay. Sauf que son invention, datée de 1777, est contestée depuis le milieu des années 50 et serait en fait attribuée à un Belge dénommé Hubert Sarton. Tu vois, l'horlogerie suisse a quand même été influencée par un Anglais et puis un Belge dans le domaine des montres automatiques et bien évidemment des Français. On va y venir. Donc tu comprends bien que je mène un 0 et que tu n'as plus qu'une seule question avant de soit avoir une lourde défaite 2-0 ou partir avec un match nul. Alors là, je suis sûr que tu vas être dans ton domaine de prédilection. Gégère Lecoutre a lancé 3 collections distinctes dans les années 50. Cherchez l'intrus. Réponse A, Memovox. Réponse B,
Reverso. Réponse C, géophysique. Donc l'une de ces 3 montres, on va dire, ou collections, n'a pas été lancée dans les années 50. C'est à mon avis la Reverso qui a été lancée bien avant. Bravo! Là, il était sous pression, Paul Louis, bien sûr, 1930 et quelque chose, on parlait de français. Tu sais que le brevet qui permet au boîtier de basculer a été déposé par Louis-Alfred Chauveau, qui est français, un ingénieur horloger. Donc là, on a bien dans l'histoire horlogère un Français, un Belge, un Anglais qui ont quand même fortement contribué au développement de tout ça. La Memovox, on aura dans quelques semaines un épisode sur une superbe Jaeger LeCoultre Memovox des années 50, plaque et or, avec Sébastien qui nous raconte son histoire qui est absolument magnifique. Et s'il vous plaît, si quelqu'un a une géophysique, qu'il me contacte, qu'il vienne me voir. Tu sais que la géophysique, c'est un mouvement entièrement mécanique, mais avec le déplacement de la grande seconde qui se déplace toutes les secondes. C'est une merveille de technologie. Et à un moment ou un autre, le temps, on peut le mesurer comme on veut, mais à un moment, la seconde, c'est un indicateur temporel. Bravo, Paul-Louis, d'avoir sauvé l'honneur. De m'avoir battu. C'est pas mal. Un partout. Eh bien, écoute, on enchaîne sur la dernière partie de cette émission, ta prochaine montre. Donc, tu as démarré de Casio, tu es arrivé chez Festina, là, tu as une superbe Jaeger LeCoultre vintage. Est-ce qu'il y a un modèle, tu vois, qui te fait rêver, où tu te dis un jour je l'aurai, quelque chose que tu peux partager avec toute la communauté? Eh bien, je dirais que c'est vraiment pas un achat que je prévois dans l'immédiat, étant donné que c'est totalement hors de mon budget et que pour le moment, je pense que ma petite boîte à montres est bien remplie et je suis assez fier de ma collection, enfin ma collection en devenir. Grosse maille, qu'est-ce que tu as d'autre à part la Jaeger LeCoultre? À part la Jaeger, j'ai une Hamilton Khakifield, classique. Très sympa, ouais. Une King Seiko, donc la ligne de luxe à l'époque, en concurrence avec Grand Seiko, iBeat 36000. Ouais, elle date de quand celle-là? De 73, qui fait un bazar énorme. Quand on la porte, on entend le ta-ta-ta-ta-ta. Eh oui, haute fréquence. Exactement. La Milton est d'époque aussi? Non. La Milton est neuve. C'est une montre avec laquelle j'ai eu une très bonne expérience. En fait, c'est moi qui l'ai révisée. C'était chez Atelier Parisien d'Horlogerie. Ouais. Et ils proposent des stages où on repart avec la montre. Et c'était une super expérience. Il faut que tu ailles avec ta future Batik chez... Eh oui, aussi. Ouais. Comme ça, tu vas peut-être récupérer quelques minutes par jour. Bon, ok, donc tu as de belles montres de différentes marques, etc. Et là, le truc qui te trotte dans la tête, alors c'est quoi? Je dirais que c'est une Audemars Piguet Royal Oak 4100 ST. Donc, la première du nom, mais en version petite taille. Donc un 35,5 mm. Oui. Des années 70, 80, 90. Je crois qu'elle s'est arrêtée vers 2000 pour être remplacée par la 14790 ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que... Donc une vintage. Une vintage. De petite taille. De petite taille. C'est... Mais qui en réalité taille grand. Ouais, mais c'est quasiment déjà inaccessible ça comme montre aujourd'hui. C'est pour ça que je ne prévois pas de l'acheter actuellement. Je ne prévois pas de l'acheter tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Paul-Louis avec ça? Moi j'en sais rien. C'est-à-dire que les prix des montres, on va dire, qui ont marqué l'histoire horlogère, et la Royal Oak en fait partie, ne cessent d'augmenter et de s'envoler. Donc là, plus t'attends, plus ça s'envole. Il faudrait presque imaginer et espérer pour Paul-Louis, mais alors pas pour les autres, hein, que les prix baissent. Voir le marché s'effondre, là ce serait vraiment triste. Triste. Est-ce que tu te dis un jour je l'aurai celle-là? Je l'aurai, oui, bien sûr. Tu l'auras? Aucun doute. Ok. Ce qu'on fait, c'est que ce soit cette année, mais tu ne sais pas pour l'instant, dans 5 ans, dans 10 ans, tu reviens pour la saison 10 de Petite Montre. Avec grand plaisir. Tu viens nous parler de ta Royal Oak. Exactement. Écoutez les amis, merci beaucoup. J'espère que vous êtes éclatés comme Paul-Louis et moi. Si vous avez envie de participer à cette émission, c'est extrêmement simple. Vous envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec la référence de votre montre, quelques photos, ce dont vous avez envie de parler, ce qui vous passionne. Vous avez compris, on est là pour passer un bon moment, c'est diversifiant, c'est subjectif, vraiment c'est un sujet de passionné, peu importe ce qu'on raconte, l'essentiel c'est de passer un bon moment. Allez, à très bientôt.